C'est un jour qui a marqué le peuple centrafricain. Et donc, comment tu vis la première tentative de coup d'État? Comment ça se déroule déjà? Et le dernier appel était pour le guide Kadhafi, qui a dit « mais je ne suis pas au courant que tu as attaqué ». Et à la seconde, il a dit « je t'envoie des avions ». Les militaires sont là pour exécuter des ordres. Les ordres, hein. Au moment où on est rentré, moins d'une heure après, les rebelles sont arrivés. On est resté plus de 3 jours sans se laver parce qu'on ne pouvait pas sortir de la pièce. Est-ce que tu ne penses pas qu'il était sincère, mais c'est juste que ça l'a dépassé? Je pense que le président Déby est devenu sincère vers la fin. Quel est le regard aujourd'hui que tu portes sur les chefs d'État africains? Si on pense que l'on peut apporter quelque chose de significatif, à ce moment, on peut se présenter. Je pense que Kémy Séba est incontesté et incontestable aujourd'hui. En dehors de 2 ou 3, je ne porte aucun regard positif. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Lorsqu'on est la fille d'un chef d'État et qu'on voit qu'on bénéficie de beaucoup de privilèges, alors que la population crève, comment on se sent? De quel privilège parlez-vous exactement? Mais lorsque vous êtes la fille d'un chef d'État, dans votre livre que j'ai eu à lire, que j'ai eu l'honneur de lire, tu me connais, intitulé Dans l'œil d'un enfant. C'est ça. Vous parlez quand même d'une grande maison dans laquelle le palais présidentiel, ça reste quelque chose d'assez prestigieux. Oui. Dans votre livre, vous précisez quelque chose que le médecin venait à la maison pour vous soigner. Oui. Et quand pour la première fois, quand il y a eu le énième coup d'État, on reviendra dessus plus tard, vous êtes rendu à l'hôpital et que vous avez vu les gens dans la salle d'attente dormir à même le sol, ça montre quand même quelque part, vous bénéficiez de beaucoup de privilèges. Et ma question c'est, lorsqu'on vit dans un privilège comme celui-là, et qu'à côté, on a des gens qui galèrent, comment on se sent, comment on le vit ça? Déjà, je ne parlerai pas de privilèges. Ce sont des mesures de sécurité qui font que justement le médecin vient à domicile. Donc, vous comprendrez qu'avec le statut, malheureusement, on ne peut pas se permettre d'aller en permanence dans des hôpitaux. Ce qui n'a pas été un refus de la part des parents. C'est que j'ai été administrée à l'hôpital parce que j'avais eu le bras cassé. Oui. Mais je n'ai pas été administrée dans un coin d'hôpital, c'est-à-dire un point VIP ou non. J'ai fait la queue comme tout le monde. Ça a duré 15 minutes. Ça a peut-être duré 15 minutes, c'est vrai. Je suis d'accord, contrairement aux autres personnes. Mais il n'y avait pas eu de protocole, pour ma part. En ce qui concerne la différence de niveau de vie, comme vous souhaitez faire apparaître, je pense que en ayant été aux côtés de papa, dans sa gestion de la politique, j'ai vu énormément de volonté de faire. Ce n'est pas parce que c'est mon père. Mais je suis là pour raconter ce qui a été fait. Ok. Oui, je vous laisse poursuivre, oui. Oui. Au niveau des efforts, c'est compliqué de mettre à exécution tout ce que l'on souhaite si, par année, on est toujours menacé, on est toujours déstabilisé par des tentatives de coup d'État, par des mutineries. Vous comprendrez que peu importe les idées que vous avez envie d'emmener pour une évolution, ça reste limité. On se retrouve toujours à recommencer à zéro. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui ne veut pas dire que nous vivions dans l'opulence et que le peuple était laissé dans la misère. Non, nous avons toujours eu un traitement normal. On n'a pas vécu dans un château. Là, on parle du nom. Oui, ok, nous vivions au palais, mais ce n'était pas un château. Oui. J'aurais aimé que
des photos vous soient montrées, ça n'a rien à voir avec les maisons des chefs d'État que vous pouvez voir aujourd'hui. Certes, la superficie est grande, mais ça reste vraiment très modeste. Top. Et si vous étiez un homme, quelle est la première chose que vous auriez souhaité faire? Si j'étais un homme? Oui. Dans quel sens? Le sens le plus basique que vous pouvez imaginer. Si aujourd'hui vous êtes une femme, et si vous aviez été un homme, qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne parle pas forcément par rapport au statut du fait que vous soyez la fille d'un ex-chef d'État. En tant que personne lambda, si vous devriez devenir un homme, qu'est-ce que vous feriez en tant qu'homme? Je pense que je me serais lancée dans une carrière complètement politique. Ah oui? Ouais, j'ai toujours été attirée par la politique, dans les défenses des droits de l'homme, etc. Et je pense que la place de l'homme est quelque peu plus acceptée que la place de la femme. Ce qui ne veut pas dire qu'en tant que femme, nous n'avons pas accès à la politique. Heureusement, aujourd'hui, tout commence on va dire, à s'ouvrir. Mais en tant qu'homme, je pense que je me serais vraiment concentrée à me battre, quitte à faire de la prison, quitte à... Voilà. Ah oui. Okay. Top, c'était la petite entrée. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, aujourd'hui, sur ce énième podcast de Argent Livre, nous accueillons une auteure et pas des moindres. L'auteur que nous accueillons aujourd'hui n'est personne d'autre que Providence Patassé, oui, la fille de l'ex-chef d'État de la République centrafricaine, M. Félix Patassé. Et tu sais, nous avons s'est donné pour mission de mettre massivement la lumière sur les auteurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Voilà pourquoi Providence Patassé est assise ici, en face de moi. Mais tu me connais, on va tirer sans complaisance, mais sans condescendance. Cela étant dit, tu as rappelé que rendez-vous le 3 mai pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris. Donc, si tu n'étais pas au courant, je te le dis, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Et au-delà de ça, cette émission est enregistrée en direct de Ultimate Pod, en région parisienne à Cachan, studio d'enregistrement de podcast qu'on a mis à la disposition des uns et des autres pour pouvoir produire un contenu de qualité, mais surtout pour respecter leurs convives. Bref, si tu veux en savoir plus, je te mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo ou le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut faire preuve de convivialité et souhaiter la bienvenue à notre invité comme il se doit. Bonjour Providence. Bonjour. Quelle introduction. Bon, alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Je suis Providence Patassé, la fille de l'ancien chef d'État Ange Félix Patassé. Oui. Mais je suis également Providence, tout simplement, sans le titre de son père, militaire d'active, et je réside en France. Yes, au moins ça c'est dit. Bon, peut-être je ne le sais pas, hein, mais Providence a écrit un excellent livre, très émouvant, très richement. En tout cas, je me suis régalé à le lire, sachant que tu en as écrit deux. Bref, on en parlera plus tard. Tu as survécu à 10 tentatives de coup d'État. 10 quand même. Ça veut dire que plusieurs fois, entre guillemets, je ne vais pas dire que tu as frôlé la mort, mais tu as vu la mort en face. Oui. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que tu nous racontes, ça ressemble à quoi la vie lorsqu'on est enfant, la fille d'un chef d'État? Ça ressemble à quoi ta vie? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, en fait? L'histoire à partir du coup d'État ou ma vie en tant que... À partir de ta vie, avant qu'on arrive au coup d'État, comment ça se passe au quotidien? Alors, notre éducation était plutôt très stricte, basée sur l'humilité, le respect de tout un chacun. Donc, ce qui faisait que moi, ma vie, c'était de rester avec les militaires. Les militaires, les domestiques, j'adorais ça. Je n'aimais pas rester avec les autres enfants de chefs d'État, ni avec les enfants d'ambassadeurs, parce que nos éducations n'avaient rien à voir. Ils n'avaient pas d'humilité, ils avaient beaucoup de condescendance, et ce n'était pas ce qu'on nous avait inculqué comme valeur. Voilà. Donc, mais c'est à quel moment que tu te rends compte de la puissance que détient ton père? Est-ce que depuis toute jeune, tu le savais? C'est à quel moment que tu te rends compte qu'en fait, je ne suis pas l'enfant de n'importe qui? Je ne le vois pas étant enfant.
Pour moi, papa, c'est papa. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne le vois pas forcément, mais arrivé, je pense, à la 9e tentative de coup d'État, je vois que quand même, il y a plusieurs coups d'État, il y a plusieurs affronts avec la mort, si je peux dire ça comme ça, mais nous sommes toujours là. Et là, je me dis, je pense que papa, c'est quand même quelqu'un. Parce que ces tentatives-là n'étaient pas seulement pour nous déstabiliser ou nous chasser du pouvoir. C'était réellement pour en finir avec vous, quoi. Ouais. Et quand tu dis en finir avec vous, ça veut dire les enfants et le père ou uniquement le père? Les enfants et le père. Ah oui. C'est vraiment toute la famille. On a vraiment cette impression qu'on n'a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de suite pour nous. Ah. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils vont en finir et ça sera terminé. Vraiment, ce côté barbare. Et le pire, c'est que ça vient toujours des alentours. C'est ça qui faisait le plus peur. Et surtout que tu précises dans ton livre, parce que vraiment, tu parles à bâton rompu. Tu précises, tu cites les noms des pays, justement. Oui. Tu dis que ceux qui étaient encouragés ces coups d'État-là, tu cites la France. Oui. Tu cites le Cameroun. Oui. Tu cites le Tchad, parce que tu cites tu dis même que l'armée, je sais quoi, la garde présidentielle était présente, justement. Comment on les appelait déjà? Les Zakawa, les Zakawa. Zakawa, voilà. Oui, du Tchad. Au Tchad, justement. Bref, tu cites les pays. Et moi, en tout cas, je me suis dit, bah, elle est courageuse quand même, elle n'a pas froid aux yeux. Bon, bref. Et donc, comment tu vis la première tentative de coup d'État comment ça se déroule déjà, la première tentative de coup d'État dont tu as conscience? Parce que j'imagine que les premières, tu étais peut-être trop jeune ou je ne sais pas trop. Non, je me souviens de quelques coups d'État, dont un coup d'État qui aura traumatisé tous les Centrafricains, le 28 mai 2001. Oui. Tu as quel âge en ce moment-là? En 2001, j'avais 8 ans. 8 ans, ah oui. Oui. Et vous voyez que pour ce coup d'État-là, la première idée était d'abattre le cortège présidentiel sur la route en direction du Palais de la Renaissance, où il devait avoir des festivités. Ça a été déjoué. Et l'idée a été, au final, d'attendre que tous les militaires soient saouls afin de commencer le travail. Ah oui. Nous sommes rentrés. Et vers 23h, papa appelle notre aîné parce qu'il avait, sa première épouse dont il s'était séparé, donc ensuite notre mère. Donc l'aîné de notre mère. Hein. Nous sommes 4. Il l'appelle et il dit à notre aîné Abraham de nous réveiller. Et on comprend que là, il y a quelque chose qui commence. Ouais. Et en fait, les rebelles avaient commencé à égorger tous les militaires en prenant tous les points les plus importants. Les points stratégiques. Ouais. Tu parles souvent de la télé, l'aéroport et tout. Voilà, les camps militaires, etc. Tout avait été pris et sans coup de feu pour ne rien faire paraître, etc. Donc, tout le monde avait été égorgé jusqu'à notre résidence. Donc, au final, à 1h du matin, on était encerclés. Ce jour-là, on a vraiment cru qu'on allait mourir. Et les Centrafricains en ont souffert. C'est un jour qui a marqué le peuple centrafricain. Les affrontements ont duré jusqu'à l'aube. De quelle heure à quelle heure? Jusqu'à 5h et quelques. Et ça avait commencé à quelle heure? Dans les quartiers, je pense que ça avait commencé aux environs de 22h. Ah oui, quand même, c'est long. Hein. Ouais. Et jusqu'à notre résidence, on a commencé entre minuit et 1h du matin. Et je me rappelle que le chef de poste, le chef de la sécurité, venait souvent pour dire à papa qu'on n'avait plus de munitions. Wow. Donc il fallait partir. Ouais. Et papa disait non. Je reste ici. Si je dois mourir, je mourrai ici avec ma femme et mes enfants.
Et à 3 ou 4 reprises, le chef de poste revenait, Monsieur le Président, là, il faut partir. Il faut partir, c'est terminé. Si vous ne voulez pas partir, laissez les enfants partir à l'ambassade de France. Papa, il a dit jamais de la vie. Les Français qui me combattent ne prendront pas en charge mes enfants. Pas du tout, mais ce jour a été vraiment très compliqué. Et papa s'est retrouvé à 3 heures du matin ou 4 heures à appeler tous les chefs d'État pour dire, je suis attaqué chez moi. Si vous entendez quelque chose à la radio ou à la télé, sachez que voilà, j'ai tout fait pour essayer d'être le bon pour mon pays, mais voilà. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas, exactement. Et le dernier appel était pour le guide Kadhafi, qui a dit, mais je ne suis pas au courant que tu as attaqué. Et à la seconde, il a dit, je t'envoie des avions. Il a envoyé des avions de chasse. Je crois qu'ils sont arrivés... dans ma tête, j'ai l'impression que ces avions sont arrivés en 30 minutes. C'était tellement impressionnant. À la seconde où ils sont arrivés, ils ont rasé la cour. Parce qu'ils étaient chez nous, les rebelles étaient chez nous. En 15 minutes, c'était terminé. Sans blague. C'était terminé. Et la scène, tu l'as vue, tu vois ton père appeler ou comment ça se passe? Oui, il était assis sur son canapé, le canapé du salon où on aimait rester. Ma mère était par terre, à côté de lui, et nous, on était également à ses pieds, au sol. Donc, il nous avait appris qu'à chaque fois qu'il y avait des coups de feu, il fallait qu'on s'allonge au sol. Pourquoi? Parce que les balles traversaient le salon. Donc, on aurait pu... vous auriez pu prendre une balle perdue. Touché, voilà. Et nos fenêtres n'existaient plus. Parce que ça c'était bombardé. Notre chambre a été visée, parce qu'elle était à l'étage, par une roquette. Sans blague. Oui, mais ça n'a pas atteint la chambre. C'est le climatiseur qui était installé juste en bas, qui a complètement disparu, d'ailleurs, avec l'explosion. Donc voilà, c'est vraiment des souvenirs assez traumatisants. D'ailleurs, lorsque les feux ont cessé, vers 6 heures, on a dû descendre. J'étais surprise d'ailleurs que papa accepte qu'on le suive pour constater les dégâts. Et il y avait un militaire que j'appréciais énormément, Jérémy. Il devait faire 1m95. Il était au sol. Et il avait... on m'a dit que c'était une roquette qui ne s'était pas dégoupillée complètement. Oui. Et en fait, elle était enfoncée dans sa fesse. Ah oui. Donc, il était allongé sur un côté. C'était traumatisant, mais encore plus de savoir que c'était mon ami. C'est des images qui restent, qu'on n'oublie pas. Et je peux dire que c'est à partir de ce 28 mai que le général Bozizé, qui a fait le coup d'État en 2003, a commencé petit à petit à gagner du temps. Oui, à mettre son plan en action. Parce que quelques temps après, il a fait renvoyer les militaires libyens qui étaient venus soutenir le papa. Oui, bien sûr. Donc, dans le but, justement, que le terrain soit favorable à son plan. Ok, d'accord. Et dans une ambiance comme celle-là, c'est comment tu vis dans la peur au quotidien? Dans ta tête, comment tu le vis, ça, au quotidien? C'est clair qu'on est beaucoup plus attentif à des petits bruits de fond comme une balle perdue ou, vous voyez, un mauvais coup de feu. Par exemple, je vous dis une petite anecdote, on a entendu un coup de feu partir et tout de suite, tout le monde est parti dans les tours. On est venu se réfugier au salon, on s'est mis au sol. Ouais. Mais au final, c'était un militaire qui nettoyait son arme et en fait, le coup est parti. Ah ouais. Donc en fait, fausse alerte. Mais on était tellement sur le qui-vive en permanence qu'au final, le moindre coup
ça nous faisait sursauter. Aujourd'hui, par exemple, je ne supporte plus les feux d'artifice. Ah oui. Oui, ça te rappelle Oui. Au départ, je l'accepte, mais quand ça dure plus de 3 minutes, je n'arrive pas. J'ai du mal à différencier la réalité de mes souvenirs. Surtout que même dans ton livre, tu expliques qu'au bout d'un moment, tu savais déjà si c'était une roquette, si c'était un AK-47, si c'était un tir en rafale. Oui, c'était, c'est vrai. C'est assez impressionnant quand même. On en rigole, mais c'est pas rien. Et du coup, le énième coup parce que c'est justement, je suis beaucoup plus attardé sur le énième coup d'État. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu? Parce que moi, je l'ai lu, mais les autres ne savent pas. Oui. Alors, le coup était monté dans le sens où il fallait faire partir papa hors de la République centrafricaine. Ouais. Donc, il s'est rendu au Niger pour le sommet des chefs d'État. Et apparemment, plusieurs personnes étaient déjà averties de ce qui allait se passer. Donc, il y avait déjà des personnes qui disaient à papa que ce n'était pas une bonne idée qu'il s'en aille. Mais bon, tête dure comme il était, il est parti. Et ce jour-là, je dirais même la veille, notre prof de maison qui venait nous enseigner était rentré chez lui après le cours de 18h. Et il est revenu, même pas 1 heure après, en disant que la population était en train de quitter le pays. Oui. Et qu'apparemment les rebelles étaient en train d'entrer. Je me suis dit, bon, là, papa n'est pas là, il faut absolument qu'il rentre. Donc notre oncle a pris en charge le fait d'appeler papa, ce qui n'avait pas fonctionné toute la soirée. Finalement, il l'avait eu en pleine nuit et il avait décidé de rentrer plus tôt. Donc, à 15h, il devait être en Centrafrique. Le jour J, mon petit frère Salomon et moi, nous nous sommes rendus à l'école. Donc, c'était un lycée français. Donc, ça comprend de la maternelle jusqu'au lycée, mais on dit lycée français. Donc, vous fréquentiez dans un lycée français? Oui. D'accord. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ok. Et là, on voit un embouteillage. Et tous les profs de ce lycée-là, justement, étaient avec des talkie-walkie. Des professeurs de lycée avec des talkie-walkie? Oui. On n'a jamais vu ça. On se dit, mais d'accord. C'était uniquement des professeurs français à l'époque. Et ils demandaient aux voitures de rentrer. Ouais. Et ils disaient que ce jour-là, il n'y aurait pas d'école. Ouais. J'ai dit, bon, on est rentré. Et à 14h, ça a commencé. Une pluie, mais une pluie de balles. C'était impressionnant. Et là, il n'y avait que mon petit frère Salomon. Il n'y avait que lui et moi, ainsi que notre neveu, Espoir. Donc Salomon avait 8 ans, mon petit neveu avait 7 ans, et moi j'avais 10 ans. Je me souviens que c'est Salomon qui nous avait avertis qu'il entendait des coups de feu. Et vous disiez non, il n'y a rien, ouais. On se disait, c'est pas possible, il n'y a rien. Nous, on était en train de manger. Et il me disait, mais si, mais attendez, écoutez. Il nous l'a répété au moins 4 fois. Personne ne l'a pris au sérieux. Et au moment où on a commencé à entendre les retentissements, on a voulu se lever et c'était une roquette qui arrivait vers nous et qui a frappé le balcon. Waouh. Nous sommes tombés. Les tremblements étaient vraiment très puissants. Et c'est là où on a mis en application tout ce que papa nous a toujours enseigné. C'est-à-dire la première chose, on est parti au salon, on s'est mis au sol. Mais pourquoi au salon? Il y avait quoi au salon? C'était par habitude. Ok, d'accord. C'était par habitude. C'est-à-dire à chaque coup d'État, on se mettait au salon, on se regroupait au salon. Donc là, par habitude, les enfants se disent, voilà, il faut être au salon. Et plus tard, notre oncle nous a rejoints, il nous a déplacés dans le couloir parce que justement les tôles étaient doublées, donc ça paraissait plus sûr. Oui. Et c'est notre cousin que je n'oublierai jamais de ma vie, Victor, qui est arrivé, il a dit, bon ben, on va faire partir les enfants.
C'est Victor que tu appelles Vicky? Oui. Ok, d'accord. C'était son petit nom. Son petit nom, ok. Et il nous a sortis de la maison. Il nous a d'abord emmenés au bureau souterrain. Il a traversé toute la cour sous... Les pluies des balles. Mais oui. Et il a récupéré... à l'époque, c'était la Jeep que tout le monde a aujourd'hui, mais en blindé, qu'il a mis devant le bureau pour ne pas qu'on soit touché. Ouais. Et au bout de 15 minutes, il a dit non. Les enfants vont devoir partir. Et on a couru. On a couru. Je ne peux que remercier Dieu. On ne peut pas sortir de là non croyant. C'est pas possible. On a couru. Sous ses bras. Rien ne nous est arrivé. Il n'y avait que 5 ou 7 militaires qui étaient restés. Ah, tout le reste était parti? Tout le monde était parti. Ils avaient changé de camp ou bien ils avaient fui? Alors là, franchement, je ne saurais vous dire. Je sais qu'à chaque tentative de coup d'État, il y en avait qui partaient. D'accord. Donc, beaucoup rejoignaient le camp adverse. Ouais. Alors, je sais que lorsqu'il y a la peur, il y en a énormément qui se déchargent, c'est-à-dire ils enlèvent leurs vêtements militaires et ils mettent des vêtements civils pour éviter de se faire tuer. Bien sûr. Donc là, d'autant plus le président n'est pas là. Ouais. Là, il mettait vraiment la peur au devant. Et du coup, oui, tout le monde était parti, la maison était déserte. Et nous sommes montés dans le véhicule. Et Vicky est resté. Il a dit, mon père m'a toujours appris que si je devais mourir, il fallait que je meure dans la maison familiale avec dignité. Et il est rentré. Il est reparti tout seul dans le 124 qui était le nom de code du palais. Du palais, oui, c'est ça, oui. Et c'est là que nous avons pris la direction de l'ambassade de France. Justement, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi l'ambassade de France? Pourquoi ne pas être allé, je ne sais pas moi, à l'ambassade de, je vais dire un truc bête, à l'ambassade du Rwanda, à l'ambassade de, je ne vais pas dire le Tchad parce que apparemment c'était des complices, je ne vais pas dire le Cameroun non plus. Clairement. Pourquoi ne pas être allé à l'ambassade du Sénégal, ou je ne sais pas, mais pourquoi l'ambassade de France? Ben, ce sont les décisions des militaires. Hein. Ce n'étaient pas des décisions qui étaient prises par les parents ou par nous. Le contact était déjà rompu. Là, les parents n'avaient pas la possibilité de nous joindre. Donc, première réaction des militaires, c'est l'ambassade de France. Ok. Et aujourd'hui, tu sais pourquoi l'ambassade de France ou pas du tout? Pas du tout. Je pense que c'est un instinct de survie qu'ils ont adapté, mais en vrai, non. Et ça a été une très grosse erreur. Ah oui. D'ailleurs. Parce que, vu que la France était complètement impliquée, l'entrée ne nous a pas été autorisée. Nous sommes restés plus de 2 heures devant le portail. Et ils nous ont demandé à plusieurs reprises de leur fournir la liste de tout le monde. Et on ne faisait que ça. Ils s'en foutaient. Et je voyais les militaires qui demandaient, mais à quel moment, justement, les enfants pourront rentrer? Au pire, si vous ne voulez pas que nous soyons là, mais au moins les enfants. Ils ont dit, non, mais quand l'ambassadeur de France sera de retour. Ah d'accord, il est sorti. Il est où exactement? Ah mais non, il est en déplacement, il a voyagé, il n'est pas en Centrafrique. Dans 2 jours. C'était lunaire. Jusqu'à ce qu'il y ait des Banyamulenge. C'est un groupe rebelle congolais que papa avait sollicité quelques années auparavant par l'intermédiaire de Jean-Pierre Mbemba, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs, pour appuyer sa sécurité, qui sont arrivés et qui ont tout simplement vu nos militaires armés et qui n'ont pas su faire la différence entre les rebelles et les militaires centrafricains. Donc, l'ambassade de France étant située en face du fleuve pour rejoindre le Congo, on voyait comment les blessés traversaient,
les Banyamulenge se soutenaient pour nager. Il y en a un qui s'est détaché du groupe et qui est venu vers nous avec un lance-roquette au niveau de l'épaule et qui s'est mis à reculer pour tirer. Et là, on s'est dit, mais c'est terminé. Wow. C'est terminé. C'était une question de secondes. Et les femmes de comment dire, des maîtres d'hôtel qui nous avaient suivis se sont jetées sur nous pour faire couverture. Mais bon, dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. Mais je pense que c'est l'instinct maternel. Et il y a un des militaires qui s'est mis à crier au moins 3 ou 4 noms des chefs rebelles qui étaient venus lors des rencontres entre Mbemba et Papa. Et c'est là où il s'est souvenu que lui aussi, il avait été présent. Parce que la particularité de Jean-Pierre Mbemba, c'est que lorsqu'il se déplace avec tout son groupe au sein de la présidence. D'accord, ok. Donc, lorsqu'il arrive, vous voyez au moins 500 ou 1000 personnes dans la cour. Oui, ils sont tous là. Ce qui est très bien d'ailleurs, et c'est ce qui nous a sauvés. Et donc, il s'est souvenu, il a dit « Ah oui, pardon. » Waouh. Il a baissé son nom, il est parti. Ouais. Et là, les Français étaient en panique. Ils étaient vraiment dans tous leurs états parce qu'il n'y avait pas que nous. Oui, forcément. Ça devait prendre tout le monde. Voilà. Ils allaient subir et au final, ils ont dit, bon, donnez-nous une dernière fois votre liste. On s'est dit, non, mais c'est pas la faut arrêter. Et du coup, ils sont pratiquement venus aux mains avec nos militaires. Ah oui. Mais ils ont dit, non, là, cette fois-ci, c'est réel. Et c'est comme ça que ils ont séparé les femmes et les enfants des hommes. Et vers 17h30, je pense, pratiquement 18h, on nous a fait rentrer. Mais en fait, ils n'en avaient rien à foutre. C'était pas leur problème, parce que de base, ils n'étaient pas censés nous faire rentrer. Ouais. Mais on parle quand même de vies humaines, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas les choses. C'était pas le protocole, quoi. Les militaires sont là pour exécuter des ordres. Des ordres. Donc, tant qu'ils n'ont pas reçu d'ordre, ils ne prennent aucune décision. Il faut que ça vienne de là-haut. Et la hiérarchie est longue. Donc, vous imaginez bien que je pense que ce qui a déclenché la prise de décision, c'est la peur commune. Voilà. Sinon, on se retrouvait à la rue, sachant qu'au moment où on est rentré, moins d'1 heure après, les rebelles sont arrivés. Waouh. Parce qu'il y avait un camp qui était proche de l'ambassade de France, qui a été pris par eux juste après. Donc ça leur permettait de contrôler bien sûr. les venues, etc. Donc, voilà. Attends, ça veut dire que vous auriez pu être là, on aurait pu vous abattre, sans pour autant que ça allait... Donc s'il n'y avait pas eu possibilité d'avoir des dégâts collatéraux, on aurait pu vous abattre devant l'ambassade, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé du tout. On aurait été des victimes de guerre. Peut-être même que notre mort aurait été... Enfin, le lieu de la mort aurait été dissimulé. On aurait peut-être déplacé nos cadavres en disant que on n'est pas décidé devant l'ambassade de France, mais un peu plus loin, pour éviter justement ce conflit diplomatique ou des retombées, quelles qu'elles soient. Mais ça n'avait pas du tout l'air de les déranger avant l'incident. D'accord. Et donc, vous vous retrouvez dans l'ambassade. Comment ça se passe entre les boîtes de conserve? C'est une vie. Les militaires français arrivent et nous mettent d'abord dans une pièce, le temps de faire entrer tout le monde un par un. Oui. Ensuite, on nous déplace de nouveau. Je précise que c'est dans la première pièce que là, on entend que l'avion de papa ne va pas atterrir parce que l'avion était pilonné depuis l'aéroport, parce que l'aéroport est complètement aux mains des rebelles. Et vu que les rebelles ont accès aux talkie-walkie des personnes qu'ils abattent, on entend leur conversation. Tout, c'est ça.
Et il disait, Patassé n'est plus là, maintenant c'est nous. On a tellement faim qu'on mangerait même leurs chiens, les animaux qu'on avait dans la maison. Je me disais, mais on est dans un film, c'est pas possible. Et pour moi, à ce moment, la vie s'arrête parce que je me dis, papa et maman n'ont pas pu atterrir, c'est fini pour nous. On nous déplace donc dans une autre pièce. Et là, c'est un garage. Il n'y a rien, c'est lugubre, c'est poussiéreux. Et je vois plusieurs lits picots alignés. Et du coup, les militaires français arrivent et ils nous présentent un lot de rations alimentaires. Ils nous disent, une boîte de rations devra vous tenir une semaine. Une boîte. Il y a quoi dans les boîtes? Il y a une boîte de conserve de thon, un sachet de café, un sachet de lait, une boîte de conserve de repas chauds. Donc vous pouvez tomber sur des haricots rouges, vous pouvez tomber sur du riz. Voilà, c'est... Il y a du pâté. Donc c'est vraiment des rations. Oui. Alors, les rations de combat sont faites pour un repas, c'est-à-dire de midi, un repas du soir. Une semaine. Voilà, pas une semaine justement. Même David dit, ils vous donnent ce qu'ils ont, quoi. Oui, je suis d'accord. Ils nous donnent ce qu'eux-mêmes, ils ne consommeraient pas. C'est la guerre, quoi. Oui, encore, vous la guerre dans notre camp. Mais est-ce que c'est la guerre chez eux? Je ne sais pas. Parce que vous ne me ferez pas croire que c'est ce que eux ils consommaient. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Donc, une fois que les rations sont distribuées, il nous dit, ah oui, il y a un détail, vérifiez bien les dates, parce qu'il y a des boîtes périmées. Bon, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça vis-à-vis de vous? Parce qu'ils ne nous doivent rien. Oui, bon, ils vous doivent rien en soi, mais humainement, quand tu aides quelqu'un, tu peux le faire sans mépris. Ça, je demande pourquoi est-ce qu'ils se comportaient avec autant de mépris, autant de condescendance, selon toi? Je pense que ils avaient déjà des a priori par rapport à la famille Patassé. D'accord, ok. Donc vous vous retrouvez à secourir des gens que vous n'êtes pas censé défendre. D'accord, donc au final, on vous aide, mais c'est juste parce qu'on nous a donné l'ordre. Mais en soi, on n'a pas envie. Voilà. D'accord, ok. Donc on le ressentait clairement. Et on a dû se contenter de ça. Donc une ration de combat sur la semaine entière. Donc on vérifie. Finalement, au début, on vérifiait les dates, mais à la fin, ça ne servait à rien. De toute façon, il fallait manger. Voilà, il faut bien mourir de quelque chose. Donc... Heureusement, nous sommes toujours vivants, mais c'était pas gagné. On est resté plus de 3 jours sans se laver parce qu'on ne pouvait pas sortir de la pièce. Au bout du 3e jour, les femmes des militaires pouvaient intégrer l'ambassade pour donner des vêtements à leur mari. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se changer. Mais même pour aller aux toilettes, je ne sais pas comment ils faisaient, comment ils ont fait durant les 3 jours, mais même pour sortir aux toilettes, qui était la porte à côté, c'était pas possible. Parce que les rebelles avaient déjà pris le camp militaire qui était collé à l'ambassade. Donc, étant donné que le camp militaire avait plus de hauteur que l'ambassade, ils voyaient tout. Ouais. Et arrivé un moment, ils ont su exactement où on se trouvait. Mais qui c'est qui leur a dit? Mais ils le savent. Franchement, j'ai du mal à expliquer certaines choses. Parce que quand on est petit, on est dans le feu de l'action. Moi, j'ai eu la chance d'être très observatrice de plusieurs détails, ce qui m'a permis d'écrire 2 livres. Mais c'est vrai qu'il y a des détails qui t'échappent. Okay. Ouais. Et donc, vous êtes à l'ambassade. Vous vous débrouillez comme vous pouvez. C'est là que tu dis que
tu commences à un moment donné, tu as besoin de sandales. C'est vrai. J'ai eu besoin, oui, de sandales parce que j'ai quitté la maison pieds nus. Dans le feu de l'action, j'étais partie pieds nus. J'étais même tombée dans un caniveau en courant. Ouais. Et c'est la femme de mon grand frère, d'un de mes grands frères issus du premier mariage de papa, qui m'a ramené justement ces babouches et qui m'a apporté un t-shirt et un jean, je crois, et que j'ai gardé tout le long de notre séjour à l'ambassade de France. Au final, un t-shirt qui était blanc avait la couleur rouille, comme j'ai aujourd'hui, à la fin de notre séjour. C'était impressionnant. Et donc, c'est là que tu prends conscience de la valeur des choses, du coup. Oui. Ah oui, ça c'est... Déjà, quand on ne nous avait jamais éduqués dans cet esprit de dépenses, d'opulence extrême. Non. On a été éduqués comme tout le monde. Vraiment, à l'intérieur des murs, c'était papa, maman et, comment dire, la vie que tout le monde pouvait avoir. Quand je dis tout le monde... Sans extravagance, quoi. Voilà. Comment dire, la nourriture, c'est maman qui faisait. Pourtant, on avait des personnes pour. Ouais. Oui, c'est maman qui cuisinait pour papa. C'est pas du tout l'idée qu'on se fait des... Ah mais oui, justement, je le précise. Il y a tellement de questions que j'aimerais te poser, mais j'aimerais qu'on avance quand même. Oui. Du coup, à un moment donné, bon, il y a l'ambassadeur qui arrive. Oui. Bon, toutes les choses se passent. Du coup, à un moment donné, vous devez partir. Vous arrivez à l'aéroport et tout. Oui. Donc, vous arrivez. Pendant le trajet sur l'aéroport, qu'est-ce que tu vois? Alors, on nous avait mis dans un véhicule militaire avec une bâche. Et on nous avait dit que durant tout le long du trajet, on ne devait pas lever la tête. Il fallait garder la tête baissée de peur d'être reconnu. Et là, bon, bien sûr, c'est les enfants. Hein. Je regarde et je vois des cadavres sur la route. Et aujourd'hui, en regardant par exemple Hôtel Rwanda, je ressens ce que j'ai ressenti en 2003. Ah oui. Parce qu'il y a une scène où ils se mettent à rouler et en fait la voiture prend comme des dos d'âne. Ça, en fait, ça roule sur des cadavres. Ça roule sur des cadavres en fait. C'est vraiment comme dans le film. Oui. C'est exactement la même scène. Et mon petit frère et moi, on a la même réaction. On se dit, mais la première fois qu'on a vu Hôtel Rwanda, on s'est dit, oh, on a vécu la même chose. C'est la même chose. C'est traumatisant. On arrive à l'aéroport, on attend et là on voit les Akawa justement avec leur, je ne sais pas comment on appelle leur turbans, les leur tenue là, très sale, hein. Très 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 sale. On sentait des gens qui avaient fait des mois de forêt ou de désert qui avaient combattu. Et donc on est passé par le côté arrière de l'aéroport où il y avait un transat qui nous attendait. Donc c'est un avion de transport militaire. Et c'est là où on a embarqué pour c'est le Gabon. Ok. Mais on ne savait pas où on allait. C'est ça. On ne savait pas, on est monté, on s'est dit, bon, on va directement au Cameroun. Pas du tout, on arrive au lieu, justement, et on se dit, mais on est où? Vous êtes perturbant d'arriver dans un pays, je sais même pas où. Mais c'est ça, et en fait, jusqu'au dernier moment, on n'est pas sûr que on est vraiment pris en charge. On est toujours en train de douter. Et je me rappelle que j'ai mon grand frère Serge qui était paniqué. Il disait, mais moi, je ne peux pas laisser mes petits frères et sœurs dans ce doute-là. C'est pas possible. Il faut qu'on sache où on est. Donc, il n'arrêtait pas de harasser le protocole
qui disait, mais 2 minutes, on va vous répondre. Ah, mais ça coûte rien de vous dire. Ça coûte rien. Merci de dire exactement dans quel pays on est, en fait. Et on est resté comme ça pendant 2 heures. Vous savez pas où vous êtes? Non. On était dans une pièce de l'aéroport sans savoir où on était. On est resté là. Et à la fin, il y a comme un autre protocole qui arrive et qui dit « Oui, monsieur le président, je les embarque tout de suite. » On s'est dit « Mais c'est pas possible. » Et du coup, là, mon grand frère, il dit « Non, stop. Ça va pas se passer comme ça. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va, surtout On peut pas être ballotté de gauche à droite de cette manière. » Il dit « Mais vous êtes au Gabon. » Donc là, on prend l'avion et on vous met... on vous embarquez pour le Cameroun. Et par contre, l'avion est petit. Oui. Donc, je crois que c'était soit un jet, soit un Falcon. Il fallait faire deux navettes. Donc, les autres sont partis. Et nous... non, nous sommes partis en premier. Nous avons rejoint un deuxième coin d'aéroport petit à petit. Et de là-bas, on est monté dans l'avion et nous sommes arrivés en début de soirée au Cameroun. Nous avons été accueillis. C'était tellement beau. C'était un monsieur qui paraissait être sénégalais parce qu'il était grand, il avait le boubou. Un boubou. Oui, dans le nord Cameroun. Ouais. Okay. Je trouvais ça magnifique. Et il nous a ramené des fleurs. Il a dit, les enfants, vous êtes en sécurité maintenant. On va vous emmener chez papa et maman. Wow. Je crois que j'ai la chair de poule, rien qu'en racontant de nouveau cet épisode-là. On est monté dans la voiture. Alors, j'ai eu l'impression d'avoir fait 8 heures dans la voiture, tellement j'étais pressée de les voir. De les retrouver. Et on est arrivé dans un parking souterrain. On est monté et là, une joie que je ne peux même pas décrire. Retrouver papa qui était avec quelques ministres. Mais il pleurait de joie. Alors maman, quand elle est arrivée, c'était pas possible. Les deux se battaient pour nous garder. Ouais, non, c'est inexplicable. C'est un des plus beaux moments qu'on a eu à avoir. Et après, il se passe quoi? Bon, déjà, qu'est-ce qu'il lui voulait? Qu'est-ce qu'il lui reprochait à ton père? Qui ça? Ben, pourquoi est-ce qu'on veut faire le coup d'État? C'est quoi, il ne faisait pas bien son travail? Pourquoi est-ce qu'on voulait absolument sa tête? Alors, il n'a jamais plu à l'Occident, déjà, par ses idées... nationalistes? Un peu trop. Un peu trop nationalistes. Et papa, c'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. C'est... je retrouve un petit peu le président burkinabé Ibrahim Traoré, qui est très franc, très dur. Et papa, c'était comme ça. On ne pouvait pas lui enlever ce qu'il pensait. Et il y a eu plusieurs projets qu'il a voulu mener à terme, mais qui étaient contre-productifs justement pour l'Occident. Comme quel projet, par exemple, abolir le franc CFA. Oui. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il ne voulait plus du franc CFA. Il y avait également le fait de revoir les répartitions des richesses. Vous savez, en Centrafrique, l'Occident, en tout cas à cette époque, prenait 70% de l'exploitation minière centrafricaine, contre 30%. Donc, il a dit, mais... C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et pourquoi ne pas revoir les choses à l'inverse, par exemple? Pourquoi l'Occident ne prendrait pas 30% et nous 70%? Je comprends pas. Et les autres se sont dit, mais les choses sont comme ça depuis des générations. Voilà. Qui es-tu, toi, pour venir revoir des politiques qui ont été, des accords qui ont été signés depuis longtemps? Donc, c'est plusieurs projets pour le bien du peuple qui n'ont pas plu. Et lorsque l'Occident vous a dans le collimateur, c'est terminé. Mais pourquoi il n'a pas bossé à... Je vais dire un truc peut-être con, mais est-ce qu'il n'y a pas les moyens de former un peu plus l'armée pour qu'elle soit plus compétente, plus aguerrie?
Il a été très mal entouré. Aujourd'hui, avec le recul, il y a énormément de choses qu'on aurait pu faire, bien sûr. Mais l'entourage d'un chef d'État compte énormément parce qu'il n'y a que vous voyez. Le soir, quand vous rentrez de toutes vos réunions et que vous vous reposez, il y a ces conseillers là qui savent à quel moment vous parlez. C'est un peu comme votre épouse qui arrive quand votre journée est terminée. Vous exposez quelques problèmes et elle a cette manière, cet art de vous parler et qui fait que la plupart du temps, ce sont les décisions de madame que vous appliquez. C'est pareil. Un chef d'État, ce qui peut le faire tomber ou décoller, ce sont ses conseillers. Et il a été très, très, très mal entouré. Mais peut-être que quelque part, il a échoué à choisir qui va l'entourer. Vous ne pouvez pas vraiment choisir en politique. Comment ça? Vous pensez que l'ami avec lequel vous avez fait votre lutte politique restera votre ami à vie? Vous n'avez aucune garantie sur ça. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Les enjeux sont énormes. Et oui, la politique, c'est... Je ne sais pas combien il y a de têtes en politique. On parle souvent de double tête, mais il y en a plus. Vous pensez connaître les tenants et les aboutissants. Vous pensez assurer vos arrières, mais vous ne savez jamais d'où le coup va partir. Jamais. Donc ça a été le point faible dans le régime de papa, justement. Donc pour toi, tu estimes que le général Bozizé, je pense que c'est lui qui a pris le pouvoir juste après, tu estimes que, entre guillemets, tu estimes que lui c'était un vendu? Non mais complètement. Ah oui? Complètement. Il a toujours été un pantin de la France. Et ça se voyait. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi papa l'avait toujours gardé à ses côtés, parce que 2 ou 3 tentatives avant le coup d'État de 2003, sur les fiches de renseignement, son nom était cité. Ah. Son nom était déjà cité, mais je ne sais pas si c'était par précaution que papa se disait, bon, on va prendre des pincettes et on va créer un remaniement petit à petit. Franchement, à ce niveau, je ne saurais vous dire. Mais c'est quelqu'un qui a déjà été impliqué dans des tentatives. Donc, et selon toi, qu'est-ce que le Tchad, le Cameroun, je ne sais pas, tu as cité un autre pays, gagnait à ce que la tête de ton père tombe? Alors, à cette époque, les présidents étaient de grandes têtes en Afrique. Pour pouvoir déstabiliser un pays africain, l'Europe ne peut pas quitter, ou les États-Unis ne peuvent pas quitter et venir prétendre à un coup d'État. C'est pas possible. Quel intérêt ils auraient officiellement? Donc il faut forcément passer par la sous-région. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'il y avait aussi des démonstrations de force. Le Tchad est très connu pour avoir une puissance militaire qui est incroyable. Donc, il était quasiment impossible de gagner une bataille ou une guerre sans passer par le président Déby. D'ailleurs, pour l'anecdote, il était venu quelques mois avant le coup d'État de 2003 pour s'excuser. Et en disant que ça n'allait plus se reproduire. Et je me rappelle que ma mère lui a dit clairement, j'ai pas confiance en toi. Il a dit, mais non, ma sœur. Ah oui, mais non, ma sœur. Tu sais, ton mari et moi, on a discuté, c'est terminé, c'est du passé, ça. C'est terminé. Papa a fait confiance. Maman a dit, non, tu nous as trop fait souffrir, regarde les enfants. Ils ont quel âge? Tu nous as trop fait souffrir. Il a dit, ma sœur, je peux te garantir que c'est terminé, tout ça, c'est passé. Quelques mois après... Est-ce que tu ne penses pas qu'il était sincère, mais c'est juste que ça l'a dépassé? Je pense que le président Déby est devenu
sincère vers la fin. Au départ, c'était un pilier pour l'Occident. Oui. Donc, à ce moment-là, non, moi, je ne crois pas du tout à sa sincérité. Il est devenu sincère à la fin, ce qui a emmené justement son décès, parce que en politique, il ne faut pas trahir, il ne faut pas aller à contresens. Oui, on ne crache pas sur la main qui nous a donné à manger. Exactement. Mais bon, ça ne sera jamais quelque chose qui sera révélé officiellement, ça sera toujours officieux, mais pour nous qui avons grandi là-dedans, on sait exactement, on peut deviner ce qui a pu se produire. Donc non, je ne crois pas du tout qu'il a été franc à ce moment-là. Il savait déjà où il allait. La seule personne qui a reconnu ses torts, c'est le président Bongo. Oui. Je le dis dans mon deuxième livre, qui a contacté papa un jour en exil au Togo. Et en fait, j'entends papa parler en sango, donc la langue nationale centrafricaine. Oui. Et je me dis, bon, je ne sais pas avec qui il parle. Et il termine l'appel, il arrive avec un grand sourire, il rigole en plus de ça. Et il me dit, mais c'était mon frère Bongo. Je lui dis, ah bon? C'est pas possible. Il dit, si. Il a reconnu qu'il s'était trompé. Il s'est excusé en disant qu'il a été sous l'influence de la France, encore une fois, et qu'il n'avait pas le choix, mais qu'il reconnaissait qu'il avait fait une erreur et qu'à ce moment, il voulait tout faire pour que papa reparte au pouvoir. C'était en 2008. Ok. Et c'est lui qui a organisé le dialogue en Centrafrique, le dialogue inclusif en Centrafrique. Ouais. Ah oui, c'est fort tout ça. Et donc vous êtes au Cameroun, parce que c'est là qu'on s'est arrêté. Vous êtes au Cameroun. Comment ça se passe après le Cameroun? Alors, le Cameroun nous a mis dehors. Ah oui? Oui. Le Cameroun nous a mis dehors parce que ils ont été obligés de nous accueillir. Oui. Parce que quand l'avion voulait amorcer son atterrissage en Centrafrique et qu'il y avait les rebelles, l'avion était obligé de repartir. Mais sauf que il faisait un tour sur lui-même. Il fallait trouver quelqu'un qui accepte de le faire. Voilà. Et personne n'acceptait. Ah oui. Donc l'avion a tourné comme ça pendant... Même pas le Congo? Non. Ah ouais, ok. Tout le monde était impliqué. Donc personne ne voulait mettre sa tête dans le feu. Personne ne voulait se mouiller. Personne. Surtout que dans ton livre, tu dis un truc qui m'a quand même frappé, c'est que pendant cette guerre-là, il y avait les militaires de la CEMAC qui ne faisaient rien. Ce sont des organismes qui sont envoyés juste pour... comment dire? Pour embellir. Mais toi, tu ne crois pas du tout qu'ils sont là pour servir à l'Afrique? Pas du tout. Ah, ok. Parce que je l'ai vu de mes yeux. Je ne comprends pas comment on peut avoir des chars en pleine ville, marqués en gros Nations Unies, et... Nations Unies ou CEMAC? Non, c'est les Nations Unies. Parce que dans le livre, c'est marqué CEMAC, à part si j'ai mal lu. Non, je pense qu'il y avait les deux. Mais en fait, ok, d'accord. Oui, il devait avoir les deux. Oui. Les Nations Unies étaient constamment en Centrafrique. Et oui, la CEMAC aussi. Et en fait, c'est des organismes qui viennent avec des blindés. Des véhicules que vous, en tant que nation, vous n'aurez peut-être pas. Oui. Surtout en Centrafrique où l'armement à cette époque, c'était pas du tout ça, tout ce qui était véhicule, etc., militaire. Et vous voyez comment ça tire, vous voyez comment la population court dans tous les sens. Et vous repliez sous des arbres et vous observez. Ouais, on m'a raconté ça plusieurs fois. Ah oui? Ouais, on me l'a raconté déjà. Et j'ai un ami qui est militaire, qui était un ancien militaire. Il m'a dit, à un moment donné, quand il y avait l'opération Barkhane au Mali et tout, et qu'il était allé, et qu'il savait où il y avait les terroristes. À un moment donné, ils ont assailli un village. Il voyait.
Mais on leur a dit, vous n'intervenez pas. Voilà. Et quand il est revenu, il a quitté l'armée. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est tellement d'injustice. Et malheureusement, ce qui est donné comme information auprès de tout un chacun sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., c'est qu'ils sont là pour apporter un appui au niveau de la sécurité. Donc tout le monde se dit « Ah, mais c'est bizarre, la France est intervenue. Ah, mais c'est bizarre, les États-Unis sont allés défendre. » Mais vous n'êtes pas sur place pour savoir exactement quel a été le rôle qu'ils ont joué. Ils ne font absolument rien. Et pour l'avoir vu de mes propres yeux, aujourd'hui, ce ne sont pas des organismes que je peux respecter. Wow, ok. Donc, du coup, le Cameroun, vous atterrissez finalement. Oui. On vous met dehors. Voilà, parce que, finalement, on va dire, le président Biya a eu un petit peu compassion de nous, mais le temps que papa nous récupère, et une fois que c'était le cas, il fallait partir. Donc, je me rappelle que papa disait souvent qu'il ne savait pas où aller. Oui. Ah, c'est perturbant, ça. Ah oui. Et maman pleurait beaucoup. Pas devant lui, mais elle avait souvent des dames de compagnie avec qui, excusez-moi, elle échangeait. Et je la voyais pleurer. Elle disait, mais je vais aller où avec Ange et les enfants? Comment on va faire? Et en pensant que, bien sûr, moi, je dormais, mais non. Donc, faites attention aux enfants. Et c'est là que je comprenais qu'on était mis à la porte. Chaque jour, on pensait à notre départ. Donc, on disait, bon, apprêtez-vous, aujourd'hui, vous partez. Ouais. Finalement, je pense que papa réussissait à négocier à chaque fois. Quelques jours de plus. Voilà. Ouais. Et c'était rebelote. Au bout de 3 jours, ils ont dit, bon, aujourd'hui, l'avion vous avez fait 3 jours sur place? Oui. Wow. Supplémentaire. Okay. Ouais. Et Kadhafi a envoyé un avion au Cameroun pour nous récupérer. Et c'est de là que sont venues les frictions entre le guide et papa. Parce que justement, en envoyant son avion, dans son esprit, c'était que nous rejoignions la Libye. Pour lui, c'était logique. Mais je me rappelle que dans l'avion, papa devait choisir. Et il a dit, ma femme, c'est toi qui as quitté le Togo, parce que ma mère est togolaise, c'est toi qui as quitté le Togo pour me rejoindre en Centrafrique et partager tous mes combats. Donc, pour t'honorer, on part pour le Togo. Oui. Et cette décision n'a pas du tout plu au guide. Donc, il a accepté. L'avion s'est posé au Togo. Le feu président Gnassingbé Eyadema, le père du président actuel, était formidable. Parce qu'il nous a toujours considérés comme ses neveux, vu que la maman vient de son village. Il s'est occupé de nous, mais vraiment dans les moindres détails, jusqu'à sa mort. Et malheureusement, le contact a été rompu entre le guide et papa, bien sûr, pendant un bon moment quand même. Plus tard, ils ont eu l'occasion de se retrouver et de s'expliquer. Et en fait, c'était un malentendu. Et le guide a affirmé que malgré le fait que le contact était rompu, durant toutes ces années, chaque mois, il envoyait une enveloppe. Malgré le silence. Oui. Enveloppe que nous n'avons jamais reçue. Jamais reçue. Ok, d'accord. Mais je pense que les intermédiaires ont dû prendre cher parce que ce genre de choses... D'ailleurs, papa n'est pas allé jusqu'à dire qu'il n'avait rien reçu. En fait, c'est la réaction de papa qui a emmené le guide à comprendre qu'il n'avait rien reçu. Quand il en a parlé, il a dit « Ah bon ?» Et il a dit « Mais juste m'assurer que c'est bien... » Oui, c'est arrivé. Oui, merci. D'ailleurs, je t'en remercie et tout ça. Mais en fait, le guide n'est pas bête. Ouais. Donc, je pense que les intermédiaires ont fait pris le boulot, quoi. Ouais, ont pris cher. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé.
Et quand tes parents décèdent dans quelles circonstances? Alors, notre mère est décédée au Togo durant l'exil. Elle a été empoisonnée par ses propres frères et sœurs. Dans quel but? Alors, ma mère, c'est quelqu'un de très, très naïf. Ok. Qui donne tout. Ok. Et durant les 10 ans de pouvoir, elle a toujours tout délégué à ses frères et sœurs. C'est eux qui faisaient tout. Lorsqu'il fallait acheter, je sais pas moi, un terrain au Togo ou voilà, mettre des biens là-bas, c'était eux qui s'en chargeaient. Elle a toujours été commerçante dans l'âme. Donc tout ce qu'elle faisait, comme achat, revente, etc., elle achetait des pagnes au Togo, elle revenait vendre en Afrique centrale, etc. Tout ce qu'elle faisait, elle envoyait au Togo pour être gardée en lieu sûr. Elle était très, très prévenante. D'ailleurs, si notre mère n'était pas là, je pense que on n'aurait pas tenu durant l'exil. Parce que vu que papa avait gardé tous ses biens en Centrafrique... Ah oui, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Wow. Tout avait été gelé. Tout. Il n'avait pas de compte à l'étranger, rien. Jamais. Il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Il a toujours dit, je fais confiance en mon peuple. Ouais. Je ne mettrai rien à l'extérieur. Et c'est ce qui nous a sauvés lorsqu'ils ont voulu, l'Occident a voulu le faire accuser de détournement de je ne sais plus combien de milliards. Ouais. Au final, ils n'ont rien trouvé parce qu'il a dit, mais tout est en Centrafrique. Ils ont cherché les comptes offshore, etc. Ouais. Ils n'ont jamais rien trouvé. Il a dit, mais tout est là. J'ai toujours été transparent. C'est à vous, justement, de vous expliquer sur toutes les extorsions que vous faites chez nous. Donc, ça nous a quand même sauvés. Et il nous a dit, vous voyez les enfants, l'intégrité. Il faut toujours être intègre. C'est important. Je me suis fait insulter par mes propres collaborateurs en exil, parce qu'on le voyait. Les ministres qui disaient, mais monsieur le président, franchement, je ne comprends pas, quel président ne met pas d'argent à l'étranger? Aujourd'hui, vous souffrez. Et pendant des années. Mais au final, lorsque la vérité a éclaté et qu'ils n'ont rien trouvé, il a dit, vous voyez, il en était arrivé à douter de ses propres décisions. Waouh. Oui, forcément. Ouais. Forcément. Et c'est une leçon qu'il nous a donnée et aujourd'hui, on prend exemple. D'accord. Et j'imagine le truc, lorsqu'on est chef d'État et qu'on se retrouve à l'exil, on n'a plus rien. La vie ressemble à quoi au quotidien? Pour notre part, on ne mangeait plus. Heureusement que papa était quelqu'un de très, très simple. Et je dirais également, heureusement qu'au Togo, la vie n'était pas chère. Ouais. Donc, c'était les domestiques qui allaient acheter à manger avec leurs pièces parce que papa ne pouvait même plus les payer. Donc, je me rappelle qu'il y avait un domestique qui achetait, par exemple, du poisson à 100 ou 150 francs, oui. Des feuilles, des légumes à peut-être 200 francs. Et en fait, il venait, il mettait dans l'eau et voilà, on faisait une semoule à côté et papa pouvait manger. Il n'était pas compliqué, il ne se disait pas oui, mais moi, il me faut un pavé de semoule. Non. C'était parfait. Donc, avec 400 francs, il pouvait manger. Mais à chaque fois, il remerciait tellement le personnel parce qu'il savait que ça ne venait pas de ses poches. Ce n'était pas lui qui finançait la nourriture. Donc, il pensait que c'était pareil pour nous. Donc, que la nourriture était faite et pour lui et pour nous. Sauf que nous, on était laissés... C'est pour compte. Exactement. Oh. Et du coup, tu as parlé du grand dialogue qui avait été organisé par le président Bongo. Oui. Du coup, après ce dialogue-là, il se passe quoi? Après ce dialogue, papa revient au Togo pour préparer son
son retour en Centrafrique. Ouais. Et des élections sont organisées. Donc, bien entendu, il y a encore des volontés de... Comment dire, d'intimider, si on peut dire ça comme ça, de la part du président François Bozizé. Oui. Mais ça ne marche pas, parce que, je pense qu'avec ce que papa a vécu comme exil, je pense que c'était son 3e exil politique. Ah oui. Je pense pas qu'il pouvait être déstabilisé comme ça. Mais bon, c'était récurrent. Et viennent les élections. Ce qui me fait rire, c'est que le service de renseignement avait les chiffres la veille. Donc, nous, on a vu... Moi, j'étais en France parce que papa a choisi de nous faire venir en France pour que lui, il ait les idées tranquilles. Mais pourquoi la France, une fois de plus, alors que la France était complice? Je ne comprends pas. Alors, la France, à ce moment, c'était parce que ma mère était décédée et il s'était remarié. Ok. Bon, mariage, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire il avait une nouvelle compagne. Ouais. Et celle-ci habitait en France. Donc, il avait trouvé mieux de nous envoyer chez elle. Ouais. Comme ça, lui, au moins, il était tranquille. Ouais. Mais il s'est excusé. Il a dit, je suis désolé, les enfants, parce que je sais très bien que vous n'avez pas envie, puisqu'il sait très bien qu'il nous a toujours inculqué cet état d'esprit de ne pas aller en France, etc. Ouais. Donc, il a dit, je suis désolé, là, je pars. C'est pour un petit temps, mais après, vous allez me rejoindre. Donc, ne vous inquiétez pas. Et à côté de ça, le guide, vu que les liens avaient repris entre lui et papa, le guide avait demandé à ce qu'on aille en Libye pour rester là-bas. Il a dit, la résidence des enfants est restée intacte. Il n'y a personne qui va là-bas parce qu'on allait souvent là-bas en vacances. D'accord, ok. Et il a dit, voilà, je prends en charge leur année scolaire et tout ça. Faut pas t'inquiéter. Sauf que papa avait vu le discours que le guide avait fait à l'encontre de l'Occident. Et il avait dit là... Pour lui aussi, ça va chauffer. C'est terminé. Ouais. Il a dit, mais pourquoi mon frère a fait ça? Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Quand il y a eu quelques révélations qui ont commencé à sortir, il a dit, là, mon frère, il ne va pas s'en sortir. Et ça n'a pas loupé. Donc... papa, il a dit non, par sécurité. Moi, j'allais tous les jours dans la chambre de papa pour dire donc on part en Libye, c'est ça? Je voulais absolument qu'on y aille. Et il disait pas maintenant, les enfants, pas maintenant. Il savait déjà, mais il ne nous disait pas. Donc, c'est comme ça que les choses ont commencé à se passer. Et voilà, pour en revenir, les renseignements nous avaient donné les chiffres des résultats des élections. Et le lendemain, les chiffres étaient inversés. Ah oui? Il n'y a même pas eu d'effort. Sans blague. Oui, il n'y a même pas eu d'effort. Et je me suis dit, en fait, ce qui est bête, c'est que vous ne pouvez pas justifier le fait qu'un président soit parti durant de longues années et qu'il revienne et qu'il soit deuxième. Ça n'a pas de sens. Dites-moi qu'il est peut-être 3e ou 4e, voilà, mais deuxième, c'est... Comment vous le justifiez? Quelqu'un qui est revenu il y a à peine 1 an, qui n'a pas fait de campagne réelle, c'est-à-dire qu'il est sorti, il n'avait pas d'argent et c'était son discours. Il a dit, je n'ai pas d'argent, mais vous savez, vous me connaissez déjà et vous savez pourquoi je suis là. Et il perd les élections, il est deuxième, et les chiffres sont inversés. Je me suis dit, mais ils auraient dû faire un minimum d'efforts. Énorme. Ouais. Et quelques temps après, il est envoyé normalement en Guinée équatoriale parce que il faut savoir qu'il avait du diabète. Donc, il avait demandé à plusieurs reprises la permission de sortir du territoire. Sauf que le président
François Bozizé estimait qu'en lui autorisant cette sortie, ça allait se retourner contre lui parce que en réalité, Patassé préparerait un coup d'État. Ok. Donc, il avait peur d'être renversé de la même manière qu'il était arrivé. Ouais. Sauf que papa disait, mais moi, j'ai toujours prôné les urnes. Je suis revenu par les urnes. Mhm. Si on doit régler les choses, on fera les choses par les urnes. Voilà, de façon claire, mais pas par les armes. Je ne suis pas partisan de ça. Ah non, il ne part pas. Donc, il y a eu beaucoup d'humiliation. Je me rappelle qu'à 3 reprises, papa était monté dans l'avion, on l'a fait redescendre, filmé et tout ça. Oui, vraiment, tout pour l'humilier. Et au final, on le laisse partir. Il est censé aller en Guinée équatoriale. Et il atterrit au Cameroun. D'accord. Non, il y a un problème technique. Ok. Combien de temps il est censé faire au Cameroun? On n'en sait rien. Pourquoi il est là? On n'en sait rien. Il se dit, on va commencer le suivi médical au Cameroun avant d'aller en Guinée. Et les jours passaient. Et apparemment, le président guinéen lui aurait fait comprendre qu'il ne pouvait plus l'accueillir parce qu'il recevait énormément de menaces. De coups de pression, ouais. Donc, le voyage de papa s'arrêtait au Cameroun. Et là, il perdait un allié supplémentaire parce qu'il s'entendait très bien avec le président Obiang Nguema. Et malheureusement, il est décédé à la clinique. Donc, alors, allons expliquer ce qui s'est réellement passé, sachant que on nous explique que c'est à la suite d'une injection qu'il a commencé à rouler des yeux. Ouais. Donc, pour moi, ça reste des circonstances assez floues. Mais pour moi, qu'il avait eu la veille, il n'était pas mourant. Ah, ok. On a précipité, quoi. Oui. Mais ce qui est fou, c'est que la veille, j'étais partie chez une de mes tantes, et, après l'école, et on reçoit un coup de fil qui disait que les Centrafricains étaient en deuil. Ils se baladaient avec le palmier chez nous. Le palmier, c'est lorsque quelqu'un décède. Elle dit, mais il est mort? Et il dit, oui, mais apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il est décédé et le camp de Bozizé est en train de sauter le champagne. Ah oui. Et là, j'étais dans tous mes états. Donc, on appelle papa. Il dit, mais non, je ne suis pas mort. Ah oui, de communication. Eh oui, je ne suis pas mort. Mais Bozizé, il peut célébrer tant qu'il veut. Je suis vivant, je suis là. Et le lendemain, il décède. Donc, comment vous pouvez prédire la mort de quelqu'un? C'est-à-dire faire passer l'info. Le lendemain, cette personne décède. Donc, il y a tout un problème déjà au niveau de son service de renseignement. Les gens, au lieu de garder les informations, divulguent. Finalement, ça fait des rumeurs qui s'avèrent finalement être vraies. Et on le voit. On le voit que c'est prémédité. Je vais être un peu trash, mais bon, c'est la marque de fabrique de la maison. Hein. Dans ton discours, on a l'impression que ton père, c'était un ange. Sauf que lorsqu'on est un chef d'État, on ne peut pas être un ange. C'est impossible. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, je ne fais pas de politique. Donc, j'ai conscience, pleinement conscience que il n'a pas été un ange à tous les niveaux. Ça, c'est mon œil d'enfant qui parle. Je ne suis pas là pour rentrer dans certains débats. Bien entendu, en 10 ans de pouvoir, il y a eu des loupés, il y a eu des choses qui n'ont pas plu à tout le monde. Ça, c'est normal. Et je ne parle que de l'homme que j'ai connu. D'accord. Voilà. Et je sais toute la volonté qu'il a eu à mettre
dans l'exercice de son pouvoir. C'est-à-dire que même en exil, je le voyais. Chaque jour, il descendait, il travaillait du matin au soir à mettre en place des projets et des projets et des projets. Je rentre un soir dans sa chambre, je le vois par terre, au niveau du... il avait un petit tapis où il restait au sol, et je le vois en train de pleurer. Je me suis dit, quelqu'un est mort. Et il y a un problème. Au final, c'est parce que quelqu'un lui avait envoyé une liste de Bangui avec justement les prix qui avaient augmenté, le prix du bœuf, le prix du mouton, plein de détails comme ça. Et il se disait, mais comment le peuple va manger à ce prix-là? Je crois que le bœuf était à 800 000 ou un truc comme ça. Le mouton à 300 000. C'était des prix pas possibles. En tout cas, de la liste qu'on lui avait envoyée. Et il se mettait à pleurer. Je me disais, quelqu'un qui ne se sent pas du tout concerné par son pays ne peut pas avoir ce genre de réaction. Et ça avait emmené quand même des petits, je dirais pas frictions, mais un petit froid entre nous, parce qu'on se disait, mais tu ne peux pas tous les jours te lever et à travailler d'arrache-pied en n'ayant pas la garantie de rentrer. C'est pas possible. Tu as été chassé du pouvoir, tu es en exil. Vivons notre exil, concentrons-nous là-dessus. Mais non. On voyait vraiment cette détermination, mais pas malveillante. Et c'est ça que moi, j'ai gardé. Je n'aurais pas eu peur de dire que mon père était quelqu'un d'extrémiste, qui était mauvais, qui avait tel ou tel propos. Pas du tout. J'ai pris la décision d'écrire parce que pour moi, l'histoire ne nous appartient pas. L'histoire ne nous appartient pas. Le peuple a besoin de savoir qui était réellement Ange Félix Patassé. Et pour moi, et je pense ne pas être la seule parce qu'il y a énormément de collaborateurs autour qui vous le diront, Patassé était exactement le même, autant devant les caméras que derrière. C'était le même homme. Bien entendu, avec sa colère monumentale que tout le monde connaissait. C'était quelqu'un de très colérique, têtu. Il avait des défauts. Il n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Mais ça fait partie de l'exercice du pouvoir. Ça fait partie de la vie d'un chef de famille. Ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise. Donc, à plus forte raison, d'un chef d'État. Tu te retrouves en France. Oui. À un moment donné, tu n'as plus rien. Comment tu fais? Parce que tu quittes quand même de là à rien, quoi. On fait comme tout le monde. Comment vous faites, vous? Bon, c'est pas pareil, nous, on a toujours vécu comme ça. Oui, mais alors, aujourd'hui, on essaie de vivre, on va dire, dans le déni, comme si tout ça n'est jamais arrivé. Parce que si vous gardez en tête que vous avez été à la plus grande chaîne hiérarchique d'un pays, vous n'avancez pas. On vous dit de prendre tel ou tel boulot, vous allez gonfler les épaules en disant, ben non, moi, je ne ferai pas telle ou telle chose. J'ai fait du ménage. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis très fière des femmes de ménage, des femmes de chambre. Pour moi, il n'y a pas de petit métier. Et je suis fière de le dire. J'ai fait du ménage pendant les vacances scolaires pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du bois. J'ai eu à travailler dans de petites entreprises en intérim, donc avec aucune garantie de pouvoir payer mon loyer. J'ai dû demander de l'aide à la famille, à des amis. Ouais, et pendant tout ce temps-là, puisque quand même tu es la fille d'un chef d'État, tu avais des amis, tu avais des amis, ou bien d'autres présidents. Est-ce que tu les as recontactés? Comment ça se passe? Non, dès le départ, moi je vous ai dit, je ne voulais rien avoir à faire avec les enfants des autres chefs d'État. Ce n'était pas mon monde. Nos éducations ne collaient pas. Non, pas du tout. Donc, on a quitté le pouvoir. Déjà, au pouvoir, nous n'étions pas les meilleurs amis. Et ce n'est pas après que nous allait allions... commencer. voilà. Donc, non, je me suis fait des amis comme tout le monde.
J'ai continué l'école comme tout le monde. J'ai commencé à travailler comme tout le monde. J'ai trimé. La vie comme tout le monde. Voilà. Et est-ce que par moment, parce que c'est quelque chose qui se fait souvent, tu as été intégré dans des boîtes parce que les gens se disaient que bon, comme c'est la fille d'un ancien chef d'État, peut-être qu'elle pourra nous négocier des marchés dans son pays d'origine. Est-ce que tu as vécu ça, toi? On n'a jamais dit non. Ah, ok, d'accord. Je me rappelle quand nous sommes arrivés à l'école, moi j'étais en classe de 3e. À un moment donné, les profs sont venus à 5. Ils ont dit mais Patassé, c'est pas le président de la Centrafrique, vous êtes de sa famille? J'ai dit non. Ils m'ont dit mais si, il y a qu'un Patassé en Centrafrique. Non, en Afrique, il y en a plein. Il y a plusieurs, plusieurs personnes qui ont le même nom. Donc, non, en fait, on a grandi avec cet état d'esprit de ne pas mettre en avant le nom. Donc, par exemple, vous prenez mon Facebook, je ne m'appelle pas Patassé. Je mets sur Facebook un surnom, mais parce que justement, non seulement nous sommes dans une démarche d'anonymat, mais également d'humilité. Mais là, c'est plus le cas, là. J'ai pris la décision d'écrire. Donc aujourd'hui, je suis obligée de parler. Je suis obligée de mettre un mot clair sur mon histoire et sur mon identité. Mais avant l'écriture, ça n'avait pas été le cas. Aujourd'hui, vous arrivez au travail, rares sont les personnes qui savent qui je suis. Simplement les personnes du haut commandement, bien sûr, ou les personnes qui ont eu à lire mon livre. D'accord. Et comment ils te traitent au quotidien, comme tout le monde? Ou alors il y a des traitements un peu particuliers? Non, il n'y a pas de traitement de faveur. Et je n'en veux pas d'ailleurs. D'accord. Et j'ai remarqué, très souvent, quand ça se passe mal dans un pays francophone, très souvent, les enfants, la famille se retrouvent en France. Pourquoi? Je ne peux pas justifier les prises de décisions des autres. Alors, vous savez, la France a eu à aider énormément de pays africains. Donc, vous voyez le côté de déstabilisation. Mais la personne qui a été déstabilisée est sous couvert de la France. Donc, logiquement, sa famille se retrouve en sécurité où? En France. Nous, ça n'a pas été le cas. On n'est pas venu sous une protection politique, etc. Pas du tout. Vraiment, nos papiers, sur nos papiers, c'était écrit étudiant. Parce que nous étions venus rejoindre la famille de la nouvelle compagne de notre père. Mais c'est logique que si la France apporte un soutien à un régime, lorsqu'il y a déstabilisation, cette même France prend en charge cette famille sur son propre territoire. Et aujourd'hui, est-ce que tu en veux à la France? Alors, je ne ferai plus l'erreur d'accuser la France. Mais j'accuse plutôt un gouvernement en particulier. Et pour moi, c'est là où c'est important de nuancer les choses. Quelqu'un peut venir au pouvoir avec de très bonnes idées et essayer de mettre ses efforts à profit. Mais il y a des personnes qui arrivent avec un regard très hautain vis-à-vis de l'Afrique et qui commettent des actes qu'ils ne regrettent même pas jusqu'aujourd'hui. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut cibler. Ce n'est pas la France. Bien vrai que ces personnes représentent l'État français, mais ces personnes-là sont le point noir à un certain moment. Voilà, c'est un petit peu la nuance que je voulais mettre en avant. Donc, je n'en veux pas à la France, mais j'en veux à ces régimes qui ont contribué au malheur de l'Afrique. Ok. Et est-ce que tu as des ambitions politiques? Alors, je ne vois pas la politique comme on pourrait le croire. Pour moi, la meilleure politique, c'est celle du
de Kémy Séba. J'adore ce leadership. J'adore ce côté où on n'est rien, on ne fait pas partie d'un gouvernement, mais on donne sa vie, on se sacrifie pour un peuple, pour une Afrique. Moi, c'est ça la politique. Alors si on parle dans ce sens, oui, j'ai des ambitions politiques et on le voit dans mes posts, j'écris énormément sur ma vision, sur ce que j'espère pour les générations qui arrivent, nos générations à nous-mêmes. Sur ce côté-là, oui, je peux parler de politique. Mais alors, dire que je ne vois que le côté de poste ultime ou quoi, non, ce n'est pas ce que je recherche. Je ne vais pas mentir sur le fait que avoir un poste permet justement de mettre en application ce qu'on souhaite. Mais si ça ne vient pas, il y a d'autres moyens. Bon, Kémy Séba, finalement, il se présente pour les élections présidentielles au Bénin. Parce que le peuple l'a réclamé. Il suffit que le peuple réclame pour qu'on se présente, tu penses? Je pense que c'est Et on parle de quel peuple? Quelle vaut la quantité de personnes qui ont réclamé? La majorité, peut-être. Ça ne sera jamais la totalité. Comment on mesure cette majorité? On le voit par l'engouement que l'on nous porte. Et également, si on pense que l'on peut apporter quelque chose de significatif, à ce moment, on peut se présenter. Je pense que Kémy Séba est incontesté et incontestable aujourd'hui pour la majorité des personnes. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui se rencontrent. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est normal. Mais il n'a pas attendu de se présenter pour faire ses preuves. On connaît le personnage. On est d'accord. Mais est-ce que la majorité a raison, forcément? Pas forcément. D'où le fait d'avoir élu des présidents qui ont mené le pays dans des catastrophes. Donc, la majorité n'a pas toujours raison. Ok. Parce que le peuple est manipulable. C'est ça. Quel est le regard aujourd'hui que tu portes sur les chefs d'État africains? En dehors de 2 ou 3, je ne porte aucun regard positif. Pourquoi? Je vois toujours ce côté pantin, ce côté où nous n'avons pas d'indépendance. C'est pour ça que lorsque nous célébrons nos journées d'indépendance, j'ai du mal à me mettre là-dedans également parce que je me dis, mais on célèbre quoi exactement? J'aimerais comprendre. Nous n'avons pas d'autonomie. Nous ne réclamons rien. Regardez le Mali qui est arrivé en quelques temps. Ils ont réussi à mettre en place des choses qui n'avaient pas été faites depuis des années. Mais ces pays seront toujours combattus. Le Burkina essaie de faire aussi ses preuves. Pour moi, ce sont des pays comme ça que nous devons prendre en référence. La route est longue. Hein. La route est longue. Bien entendu, nous aurons plus d'ennemis que d'amis. Mais il faut des personnes comme ça, qui ont une idée fixe pour l'Afrique, une idée grandissante. Et pour la majorité des pays africains, ce n'est pas du tout ce que j'observe. Je vais prendre un pays en particulier. Toi, aujourd'hui, au vu de tout ce que tu as vécu, au vu de la lecture que tu as, je vais dire, du monde, entre guillemets, toi, tu porterais... Qu'est-ce que tu penses du cas du Cameroun? Le président est inexistant. Je ne sais pas du tout où en est la politique camerounaise. Je ne me suis pas vraiment intéressée. Mais d'un point de vue extérieur, si je prends un côté purement panafricain, j'aimerais que le Cameroun soit un peu plus mis en lumière. Pour avoir fait 2 fois le Cameroun, mais dans des conditions... non, 3 fois, puisque je suis repartie pour l'enterrement de papa. Je trouve le Camerounais très débrouillard. Oui, en tout cas, ça, faut être débrouillard. Je n'avais jamais vu ça. La plupart des Camerounais cultivent. Ils font des choses. Ils se débrouillent. Et je me dis, mais ce genre de population-là,
C'est rare. Il y a énormément de pays où la population est flemmarde. La population n'a pas... On appelle le Hemley. Ah oui? Ah oui? Je ne connaissais pas ça. Ça s'appelle le Hemley. Ah d'accord. Voilà. En tant que bon Camerounais alors. Eh bien oui. C'est dommage en fait parce que quand ça fait partie de vous-même, il faut qu'on vous apporte une force. Et le président a beaucoup de chance d'avoir sous lui des personnes qui ne réclament pas plus que ce qu'on leur offre et qui sont battants. Mais vous tombez dans d'autres pays où ils n'ont pas justement cette conscience de se débrouiller par eux-mêmes, mais le pays est 8 fois en arrière. Donc, en ce qui concerne ma position pour le Cameroun, on pourrait faire plus. On pourrait faire plus. Merci beaucoup, Providence. Merci à toi. D'avoir accepté de te prêter au jeu. Merci à toi. Alors, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Ta caméra, elle est là. S'il y a un dernier message que tu aimerais qu'on retienne de toi, de ton parcours ou de ton livre, ce serait lequel? Moi, j'aimerais qu'on retienne vraiment la femme battante, la femme qui a envie de se donner autant pour la République centrafricaine que pour l'Afrique. Je ne suis pas Providence Patassé, uniquement la fille du chef d'État. Un jour, je laisserai ce nom pour le nom de mon mari. Donc, j'aimerais que l'on me voie comme Providence, tout simplement, avec ce désir d'aider, ce désir franc, et qui est surtout de réunir le peuple centrafricain à travers un combat noble qui est le fait de se sortir des griffes du joug de l'Occident pour que demain nous atteignions également des sommets parce que nous sommes riches, nous ne sommes pas pauvres. Mais c'est à nous d'en bénéficier et pour cela, il faut se lever. Donc voilà. Merci Providence. Merci. Merci à toi, ma personne personnelle, d'avoir écouté d'un bout à l'autre. J'espère que l'échange que j'aurai eu avec Providence t'aura un tout petit peu inspiré parce que tu viens de loin. Il faut le dire. À 10 ans, vivre tout ce que tu as vécu, c'est énorme. Donc, moi, je salue ton courage. Merci. Déjà, je me demande comment tu réussis à dépasser tout ça parce que les images, il y a certaines images, quand tu les as à vie. Oui. Donc, moi, vraiment, je voulais savoir, mais quand on est la fille d'un président, comment... En fait, c'est ce côté-là qu'on ne voit pas. Oui. Non, on voit juste les strass et les paillettes. Oui. Mais on ne voit pas toute la pression qui va avec. Oui. Donc, finalement, je crois que je suis bien dans ma position. Hein. Ah bon? C'est trop facile. De pouvoir être dans ma position parce que, ouais, quand même, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. 10 tentatives de coup d'État, c'est beaucoup quand même. Bref. Ma personne personnelle, tu l'auras bien compris, c'était Valère Bélias et Providence Patassé sur le podcast Argent Livre. Si tu auras aimé, laisse-nous un petit commentaire, mais surtout, pour nous donner de la force, on te met le lien pour avoir le livre, le numéro, juste dans le premier commentaire. Tu auras juste à cliquer et tu pourras entrer en possession du livre si jamais tu souhaites aller plus loin. C'est un livre qui se lit assez facilement pour l'avoir lu. C'est très prenant en tout cas. Tu écris très bien. Merci beaucoup. C'est pas si on te l'a déjà dit, tu écris très bien. Merci. Tu racontes bien les histoires. Donc, l'équipe... On se donne rendez-vous ce 3 mai du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Et surtout, pour ceux qui souhaitent réserver cet espace de Ultimate Pod, rendez-vous sur ultimatepod.fr à Cachan, en région parisienne. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer.
Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Argent, livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Béco dans la salle? Oui. Ok, super.